Je suis très heureux de vous retrouver dans Point de vue. Au sommaire de cette émission, nous irons tout de suite à Châlons en Champagne où François Bayrou inaugure aujourd'hui la 79e édition de la célèbre foire. Nous serons avec la présidente du syndicat agricole de la coordination rurale, Véronique Le Floch, syndicat qui a annoncé hier se joindre au mouvement de contestation Les Gueux, mouvement monté par Alexandre Jardin. Ils sont aujourd'hui déployés à Châlons et nous expliqueront les raisons et le programme de leur mobilisation. On va parler également du sommet franco-allemand organisé aujourd'hui à Toulon. Une vingtaine de ministres des deux côtés sont attendus en présence d'Emmanuel Macron et de Friedrich Merz. Objectif, mettre en scène la relance des relations entre nos deux pays après plusieurs années de tensions et dans un contexte international plus que jamais incertain. Et puis comment sauver notre école face à la chute du niveau des élèves, face à l'explosion des violences et de l'entrisme militant, face également à la crise des vocations. Joachim Le Floch Imad a enquêté, il est lui-même enseignant dans le supérieur. Il publie Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté. On en parle avec lui, ce sera en troisième partie. Et tout de suite, on va du côté de Châlons en Champagne où nous attendent Alexandre Jardin, Véronique Le Floch. Journée de démarrage pour cette foire de Châlons, journée de mobilisation également pour vous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a dit, le Premier ministre François Bayrou est attendu aujourd'hui. Il est d'ailleurs aujourd'hui à la foire de Châlons. Il a d'ailleurs prononcé un discours, une prise de parole tout à l'heure. On va y revenir pour donc l'inauguration de cette foire de Châlons. Vous y êtes également. Vous avez annoncé une mobilisation. Vous avez également annoncé à la coordination rurale vous joindre à ce mouvement de contestation des gueux. On va en parler avec vous. D'abord, ce Premier ministre François Bayrou qui est donc à Châlons. Est-ce que vous l'avez croisé ce matin ? On l'a vu de loin. On l'a vu de loin, mais on a deux mots à lui dire, parce qu'on a lu dans le journal Les Échos hier que le ministre de l'Industrie a l'intention de passer en force le décret sur la PPE 3. Or, le Club des Gueux, le mouvement des Gueux et la coordination rurale et tous les mouvements que l'on est en train de fédérer sont absolument contre la publication de ce décret. S'il passe en force avant que le Parlement se soit prononcé, alors que François Bayrou avait dit que jamais, ça ne serait jamais de coup de force administratif. Je veux dire, on doit rester dans une démocratie. L'ensemble de nos mouvements vont se mobiliser. On ne veut pas que le peuple français ait une facture d'électricité qui double et que ça passe en force au moment où un gouvernement va être foutu dehors. C'est juste impossible. Voilà. Et vous avez donc annoncé effectivement une mobilisation. Vous avez également annoncé vous joindre à ce mouvement, à la coordination rurale, donc Véronique Le Floch. Pour quelles raisons avez-vous décidé de rejoindre le mouvement de contestation des gueux d'Alexandre Jardin ? Eh bien, écoutez, dès la fin du Covid, la répercussion sur nos factures d'électricité, c'était plus 50% en moyenne. Une charge qu'on ne peut supporter, qui dans tous les cas se traduit par une augmentation de nos coûts de production. Qui dit une augmentation de nos coûts de production dit une perte de compétitivité, parce que ces augmentations de coûts, soit elles passent sur la facture des produits achetés par les consommateurs, soit ce sont des produits importés qui prennent la place dans les rayons. Et toutes les politiques sont faites aujourd'hui en France pour que justement la compétitivité, mais ça ne concerne pas que l'agriculture, que la compétitivité soit mise à mal. Et finalement, on a une désindustrialisation en France qui a démarré il y a très longtemps. On a une désagriculturation et au final, c'est le consommateur, c'est nous tous les gueux qui allons payer, parce que à chaque fois que nos produits vont augmenter de 1 euro, ça sera 1 euro en moins pour notre système social, 1 euro en moins pour la santé. Donc on est là pour un combat commun pour l'avenir des générations futures. Et la coordination rurale défend un principe simple pour protéger les travailleurs français, les entreprises françaises, l'ensemble des secteurs. On ne doit pas accepter que notre pays ait des contraintes supérieures à celles des concurrents européens. C'est impossible. Sinon, là, c'est l'agriculture qui est en train de s'effondrer, mais demain, ça sera l'ensemble de nos secteurs. Donc, le Club des Gueux est en train de devenir une plateforme
de coordination de la société civile au moment où on entre dans une crise politique. Et s'il devait y avoir des désordres, il faudra que la société ait un centre de gens bienveillants, de gens profondément amoureux de la France, de chaque secteur, et qu'on n'ait pas, comme à l'époque des Gilets jaunes, où il n'y avait aucun interlocuteur qui représentait la société. Alors, il y a un élément, Alexandre Jardin, malgré tout, qui peut avoir une conséquence sur tout ce que vous dites, notamment sur vos revendications en ce qui concerne la PPE. C'est évidemment ce qui va se passer le 8 septembre, avec donc ce vote de confiance convoqué, j'allais dire, par François Bayrou à l'Assemblée nationale. Le gouvernement pourrait tomber à cette occasion. Quelle est la position du mouvement de contestation des gueux sur ce vote du 8 septembre? Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à ce que les députés votent la confiance au gouvernement et à François Bayrou? Nous ne sommes pas un mouvement politique. C'est ce que j'allais exactement répondre. Nous sommes un syndicat agricole. Notre programme, il est purement agricole. Il n'est pas politique. Quoi qu'il en soit, on a déjà une idée du résultat. Et tout ce qu'on a engagé ensemble avec les pêcheurs et avec tous ceux qui nous rejoignent, c'est les boulangers, les artisans, les indépendants, les transporteurs. Donc nous sommes beaucoup d'acteurs qui sommes là pour agir d'une façon pacifique, pour dire à chacun: regardez ce qui est en train de se passer. Regardez vos factures d'électricité. Regardez la part de votre consommation. Regardez toutes ces taxes qui sont en train de s'ajouter chaque année sur nos factures et qui font que, indirectement, quand on nous demande de faire des efforts pour des milliards d'euros, finalement, on nous les prend sur nos factures. Donc, on commence par l'électricité. Demain, ça sera peut-être de nouveau le carburant. Puis ensuite, on trouvera certainement de l'argent à reprendre au niveau de la santé. Et c'est pas durable. Donc, apolitique, vous l'avez dit, Alexandre Jardin, mais c'est vrai que vous êtes quand même rejoint par un certain nombre de personnes, par des centaines, par des milliers de personnes dans votre mouvement de contestation des gueux. Vous représentez aujourd'hui une voix, vous portez une voix, et c'est vrai qu'on a quand même envie de savoir ce que vous pensez par rapport à ce choix de se soumettre à la confiance des députés. Est-ce que c'est, selon vous, un geste de courage de la part de François Bayrou, Alexandre Jardin, ou bien est-ce que c'est un péché d'orgueil ? Il ne faut pas que la société civile se mêle de politique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le rêve, au fond, de la technocratie, c'est d'avoir une société civile divisée. Si vous politisez, vous divisez. Alors que quand on se bat pour des causes, on rassemble. Et sur la question de la facture d'électricité, on ne peut pas avoir de coloration. Parce qu'on défend tout le monde. On défend tout le monde. En passant, je parlais avec des militants CGT. Eux aussi ne veulent pas que leur facture d'électricité double. Donc c'est une question unitaire. Et le mouvement des gueux, c'est un mouvement d'unité au moment où la politique va fragmenter le pays. Et nous, on regarde ces 300 milliards d'euros qui sont prévus justement pour cette transition énergétique et l'on ne la voit pas inscrite dans le budget, alors on sait très bien que c'est nous qui allons la payer. Et c'est là qu'il faut que tout le monde soit conscient. Ce n'est pas durable. Quel est aujourd'hui votre mot d'ordre, Alexandre Jardin, au mouvement des gueux? Parce que vous avez évoqué depuis quelques instants que nous discutons ensemble, vous évoquez effectivement évidemment cette PPE, de nombreuses dispositions également qui suscitent la grogne, la colère des agriculteurs, Véronique Le Floch. Mais aujourd'hui, ce mouvement de contestation, clairement, il dépasse la question d'abord des ZFE qui étaient à l'origine de votre mouvement, de la PPE également. C'est un mouvement qui en réalité me semble bien plus large. Alors tout à fait, on s'inscrit, comme vous le voyez, enfin vous le voyez peut-être pas, mais sur des affiches qui sont sur notre stand, on s'appuie sur la charte de l'environnement. On est là en vrai citoyen pour dire que justement tous les efforts qui sont faits pour l'environnement, pour notre avenir, tout ça, chacun des citoyens l'a intégré. Et si l'on veut faire des efforts financiers, ce n'est pas une question de trouver 20, 30 ou 40 milliards d'euros. Le premier effort budgétaire doit être fait par des dépenses évitées. Et là, justement, l'énergie est un cas. On sait très bien qu'on est aujourd'hui excédentaire en termes de production d'énergie. Alors, s'il s'agit de
de rentrer dans une production d'énergie qui ne favorisera que des grands groupes, alors on se trompe de combat. Et le choix, il est fait d'un point de vue politique, non pas des délégués, les citoyens que nous sommes tous, mais justement de favoriser une catégorie industrielle qui n'est pas forcément française en plus. Et puis, vous avez le sentiment, Véronique Le Floch, d'être entendu par le gouvernement. Vous étiez reçu d'ailleurs hier au ministère de l'Agriculture. Vous l'avez été longuement. Vous avez également été reçu à Matignon par le directeur de cabinet de François Bayrou, me semble-t-il. Vous êtes sinon écouté, en tout cas entendu par le gouvernement ? Alors c'est très difficile de dire parce que sur différents points, on n'entend pas cette volonté d'harmonisation au niveau de l'Europe. À partir du moment où on est dans l'Europe, mais qu'à la France et qu'à tous les citoyens français, on mène une politique différenciée et qui est beaucoup plus contraignante, alors en aucun cas, on ne pourra demain être compétitif et on ne pourra se réjouir dans nos emplois ou dans nos activités. Donc on est soit dans l'Europe, une Europe unie, unifiée, avec une harmonisation qui va qui est aussi sociale. Et nous, en France, on veut garder ce régime social. Donc, dire qu'on est écouté au niveau de Matignon ou au niveau du ministère de l'Agriculture, j'ai envie de dire que malheureusement, je pense qu'ils sont déjà sur le départ et donc on verra la suite. Mais pour nous, dans les affaires d'urgence, il faudra que tout ce qui nous a été promis et déjà validé le soit définitivement et qu'on puisse avancer quel que soit le résultat de ce vote de confiance. Jardin, votre mouvement des gueux, il est en train de se structurer, il engrange des soutiens, c'est le cas donc de la coordination rurale qu'il a annoncé officiellement hier soir. J'ai envie de vous demander finalement où est-ce que cela va vous mener tout cela ? Quelles sont d'abord les modalités d'action envisagées dans les jours à venir, dans les semaines à venir ? Et puis, jusqu'où souhaitez-vous aller ? Est-ce que vous souhaitez, vous espérez engranger des soutiens d'autres mouvements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochains jours ? Alors, dans les prochains jours, moi je serai demain à côté d'Amiens à l'usine Insectes avec la coordination rurale et plein d'autres mouvements sur le parking. On va faire des réunions sur les parkings. Mais la vision globale, à terme, on veut reconnecter notre pays qui est complètement déconnecté. Donc à un moment ou à un autre, on veut imposer dans le système français une démocratie directe. Ce qui va véritablement réparer notre système déconnecté, c'est la possibilité pour les gens qui sont autour de nous de s'exprimer directement de manière démocratique. Il y a d'autres peuples qui font ça. On ne veut pas qu'en 2027, on file un chèque en blanc à qui que ce soit et que le citoyen soit viré le soir de l'élection. On est pour que le citoyen existe, pèse, puisse s'exprimer directement. Lorsqu'un mouvement aussi conscient que la coordination rurale. Je veux dire, merde, lorsque Véronique dit très simplement, ce n'est pas possible qu'un secteur français subisse des contraintes supérieures à celles des concurrents européens. Si on a un gouvernement qui ne l'entend pas, il faut que le peuple puisse le dire. Puisse l'exprimer. Donc la démocratie directe, c'est ce qui permet de compléter la démocratie représentative lorsqu'elle déraille. Voilà. Alors, ce qu'on a écrit aussi sur nos affiches, c'est « Dès le 29 août, j'agis ». Et ça, c'est un message à tous les citoyens. Acheter français, c'est penser à son avenir, c'est penser aux générations futures, c'est retirer, ne plus acheter tous les produits non conformes aux normes françaises au nom du principe de précaution. Ce principe de précaution qui est utilisé et mis en avant par nos politiques, eh bien, il faut qu'il se traduise par le fait que si c'est interdit dans nos champs, alors c'est interdit dans nos rayons. Voilà. Et là, je pense à certaines pâtes à tartiner. Les Français n'ont pas le droit de produire des noisettes ou ne pourront plus les faire. Eh bien, on ne consommera plus de cette pâte à tartiner. Il y a beaucoup de produits qui nécessitent justement de pouvoir soigner nos cultures. Eh bien, si demain c'est pas possible, ça veut dire qu'on va renoncer à consommer et à se nourrir, à remplir nos assiettes à partir de produits français. Donc, agir ensemble, acheter français, consommer français, c'est sauver des agriculteurs, sauver des assiettes, c'est sauver votre santé, c'est sauver nos emplois, parce que derrière chaque ferme, il y a 6 à 7 emplois.
moi, c'est, et ça vaut aussi pour les pêcheurs, ça vaut pour beaucoup de catégories socio-professionnelles en France. Et donc, c'est ce que veut notre mouvement avec les gueux, parce qu'on a beaucoup de forces vives sur le territoire qui voudraient entreprendre, et il faut leur en donner les moyens et surtout ne pas les décourager. Ce que vous décrivez là, à l'instant, Véronique Le Floch et puis Alexandre Jardin, c'est un mouvement spontané, vous l'avez dit, vous avez dit un mouvement apolitique, un mouvement qui se veut fédérateur, un mouvement qui monte du terrain. C'est quelque chose qui, en réalité, a déjà existé ces dernières années et qui porte un nom, ce sont les Gilets jaunes. Alors vous avez dit oui, mais le problème c'est que les Gilets jaunes, c'était un mouvement un peu désorganisé, il n'y avait pas d'interlocuteur. Mais est-ce que vous assumez quand même, quelque part, une sorte de filiation avec ce mouvement, Alexandre Jardin ? Il y a eu évidemment une expression populaire qui nous a bouleversés, qui nous a touchés. Lorsque le citoyen se met debout pour dire stop quand un système déconne, évidemment que ça nous touche. Mais simplement, on ne veut plus de gâchis, on ne veut plus de gens exposés. Ça a été insupportable de voir des gens perdre des yeux. Donc ce qu'on veut, c'est que la société puisse peser, exister, agir sans mettre en danger les gens. Et sans se mettre en danger, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on nous enlevait le droit de parole. Oui. S'exprimer librement, dire que ce n'est pas supportable d'avoir des factures d'électricité qui demain seront doublées, ou des factures d'électricité, quand vous les analysez, vous vous rendez compte qu'il y a un très faible montant qui correspond à la consommation, que tout le reste n'est que des taxes. Eh bien, à un moment, on a le droit de le dire simplement, sans tout casser, et on a le droit d'avoir une réponse de ceux qui font qu'on arrive à de telles factures. Donc avec le QR code qui est aussi sur nos flyers, eh bien vous pouvez aller sur le mouvement des gueux, vous pouvez analyser, vous pouvez aussi donner vos avis, vous pouvez aussi... On donne cette parole à tout le monde. Oui. Parce que justement, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et on peut le dire d'abord de façon simple et justement sur la base de faits concrets, de preuves que ça n'est plus supportable. Il y a un mouvement, je disais, qui est prévu. J'ai l'impression que vous n'avez plus le retour. Si, voilà, ça y est, vous m'entendez de nouveau. Je voulais vous poser une question quand même sur ce mouvement du 10 septembre parce que vous dites un mouvement qui ne veut blesser personne, qui ne veut pas casser quoi que ce soit. Bah, c'est pas ce qui est prévu, en tout cas a priori pour le 10 septembre. Vous ne prévoyez pas a priori de vous joindre à ce mouvement. Est-ce que vous confirmez ? Et si oui, pour quelle raison ? On ne peut pas être associé à quelque chose de récupéré politiquement. C'est pas possible. La société doit être indépendante. On doit être indépendant et neutre. On est là justement pour s'exprimer en tant que citoyen et non au nom d'un parti ou non au nom d'un syndicat. On est là en tant que citoyen. Et ne pas mettre la France à l'arrêt puisqu'elle y est déjà. Le mouvement de contestation du 10 septembre. Le problème, c'est de la remettre en marche. La France insoumise a volé ce mouvement de contestation du 10 septembre, selon vous, c'est ça que vous regrettez ? Non mais que chacun s'exprime comme il l'entend. Mais on ne peut pas associer le mouvement des gueux, tous nos mouvements, toutes les professions, à une coloration politique. C'est pas possible. Parce qu'on a à chaque fois, cause après cause, nous avons l'ambition de réunir 8 Français sur 10. Pas que 15%. Alors peut-être un dernier mot, si je peux me permettre, pour faire un parallèle avec ce qui pourrait attendre la société demain. C'est ce que nous, les agriculteurs, avons vécu il y a 30 ans avec cette politique agricole commune, où on nous a dit vos prix payés dans vos fermes n'allaient plus augmenter, vous irez chercher des compensations au niveau de l'Europe. Eh bien, c'est comme si on disait aux citoyens, vos salaires ne vont plus augmenter, et puis vous irez voir si quelqu'un peut vous donner... des aides et puis finalement vous allez y renoncer tellement ça sera contraignant. Merci beaucoup Véronique Le Floch, Alexandre Jardin. Dernière question rapidement parce qu'on l'a dit, ce mouvement du 8 septembre, eh bien, il ne fait pas l'unanimité, mouvement du 18 septembre, pardon. Il y a un autre mouvement qui donc vient d'être annoncé. Blocage du 10 septembre, c'est celui-ci auquel je faisais référence. Un autre mouvement qui vient d'être annoncé le 18 septembre, donc journée de mobilisation, annoncée ce matin par l'intersyndicale. Est-ce que vous allez, oui ou non, vous joindre à ce mouvement ? Je ne crois pas qu'on ait été encore approché. Non, on n'a pas été approché, mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une cascade. Quand un système déconne, il déconne à plein tube. L'initiative que l'on a découverte hier du ministre de l'Énergie et de l'Industrie, de vouloir passer en force
la PPE3, c'est tellement délirant, donc on se doute que tout va délirer. Ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir probablement des désordres, probablement un peu de chaos, et qu'il va falloir qu'il y ait un centre, avec des gens à peu près la tête sur les épaules, ayant un grand sens de la France, et des gens. Donc cette plateforme, on est en train de la construire et on la lance ici à Châlons. Merci tout à beaucoup. fait. Et juste un dernier mot encore là-dessus. Très rapidement, Véronique pour que Lefoc, tout très se passe rapidement. bien, je pense que... Alors, très rapidement, pour que tout se passe bien, il faudra aussi que le gouvernement, quel qu'il soit, ait l'intelligence de ne pas réagir par la provocation, comme ils ont pu faire début d'année en nous envoyant des chars contre les agriculteurs. Merci beaucoup Alexandre Jardin, Véronique Lefoc, donc en direct de la foire de Châlons. On continue de suivre évidemment ce qui se passe, avec notamment une prise de parole de François Bayrou qui est prévue. Et puis je crois qu'il a prévu également de vous rencontrer les différents syndicats donc sur vos différents stands. On suit cela évidemment, on suit la teneur de vos échanges. Retour en plateau, retour à Paris. Je vous le disais tout à l'heure, je l'évoquais, ce sommet franco-allemand qui est prévu, qui se tient en ce moment même, donc à Toulon dans le Var, après une rencontre hier entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron au fort de Brégançon. On va en parler avec Paul Maurice. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI et vous avez suivi de près les tensions qui se sont exprimées ces dernières années entre nos deux pays, en particulier d'ailleurs sous le mandat de Olaf Scholz. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec ce que nous évoquions à l'instant, parce qu'on a aussi parlé de l'Union européenne et de tous ces sujets, évidemment, sur lesquels on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde avec notre voisin allemand. Depuis l'arrivée de Friedrich Merz, eh bien, les relations semblent s'apaiser. Le chancelier allemand, je le disais, était donc reçu hier soir au fort de Brégançon, avant donc ce conseil des ministres franco-allemands à Toulon aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs font état d'une confiance renouvelée dans le couple franco-allemand, d'une amitié, d'une coopération qui semble renaître et qui s'exprime aujourd'hui avec ce conseil des ministres. Est-ce que c'est votre opinion ? Oui, effectivement. Alors, vous disiez que je suis les tensions franco-allemandes depuis longtemps. En fait, je ne peux pas les suivre depuis qu'elles existent, puisqu'elles existent depuis bien avant ma naissance. Mais elles se sont envenimées ces dernières années. Elles se sont envenimées et elles se sont déjà envenimées dans le passé. Alors, il faut raisonner de manière un peu pragmatique, c'est-à-dire en quoi ces tensions sont-elles plus importantes ou ont-elles été plus importantes que des précédentes qu'on a pu observer à d'autres moments, la crise des euromissiles à la fin des années 70 ou au moment de la PAC qui a été évoquée dans le reportage, enfin dans l'interview précédente. Donc la question c'est, l'enjeu aujourd'hui est beaucoup plus fort pour l'Union européenne pour que la France et l'Allemagne se mettent d'accord. Et je pense que c'est ça qui a aussi créé les tensions, c'est le fait qu'on a des enjeux européens très très forts et des partenaires en Europe plus importants qu'au début de la relation franco-allemande dans les années 60. Alors, vous l'avez rappelé, il y a un aspect très personnel dans la relation franco-allemande. Pour que ça fonctionne, on a beau dire qu'il y a des structures, il y a des accords, il y a des contrats qui existent, mais il faut aussi que les gens s'entendent bien. Il y a également de l'humain. Entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, clairement, ça passait pas très bien. Entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, ça ne passait pas très bien, même si Olaf Scholz a fait le job, comme on dit. Il a mis en place les différentes structures, mais c'est pas forcément sa culture. Le franco-allemand, c'est un social-démocrate du nord de l'Allemagne qui était plutôt tourné vers l'Atlantique, vers la relation transatlantique. Et puis, il y avait des tensions au sein de sa coalition. Les Verts étaient très européens, mais pas forcément spécifiquement français. Friedrich Merz, quant à lui, il est l'héritier de la démocratie chrétienne allemande, ouest-allemande, je dirais, des années 80, d'Helmut Kohl, par exemple. Et donc, il a ce réflexe franco-allemand. Il appartient à une génération qui est un peu plus ancienne, et donc il a connu ces grands moments de la relation franco-allemande. Et puis, après, des choses qu'on ne décide pas, mais personnellement, ça a l'air de très bien se passer entre les deux, comme ils l'ont rappelé hier dans l'interview. Au point donc d'organiser ce premier sommet bilatéral franco-allemand depuis son arrivée au pouvoir à Friedrich Merz au mois de mai. Est-ce qu'il faut, selon vous, d'un point de vue français, se réjouir de l'organisation de ce sommet, ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, se désoler qu'il ait quand même fallu 5 mois pour l'organiser ? Alors, les conseils des ministres franco-allemands ont lieu tous les ans, donc on ne peut pas décider du jour au lendemain de l'organiser. Il y a aussi toute une logistique, et puis il faut que les ministres soient disponibles, et surtout qu'on ait des choses à dire, des choses à proposer. Mais Emmanuel Macron aurait pu recevoir Friedrich Merz un peu plus tôt, comme il l'a fait hier soir au fort de Brégançon. Il l'a fait. Oui, mais pas dans un contexte aussi... là, l'Élysée nous parle d'une marque d'attention particulière du fait de le recevoir au fort de Brégançon.
Ce sont des choses qui auraient pu arriver peut-être un peu plus tôt. Le symbole est important. Friedrich Merz est venu à Paris le lendemain de son élection comme chancelier et il a publié, dans le Figaro d'ailleurs, avec le président de la République, une tribune commune qui était une feuille de route commune. C'est-à-dire que le jour où il est devenu chancelier, Friedrich Merz était à Paris pour présenter le programme franco-allemand. Et le programme doit être mis en œuvre. Il y a eu des discussions, du travail, bien sûr, il faut travailler au niveau des administrations, des ministères, pour mettre en œuvre ce Conseil des ministres franco-allemands. Et puis Friedrich Merz et Emmanuel Macron sont vus en juillet, ils s'étaient vus au mois de mars, alors que Friedrich Merz n'était pas encore chancelier. Tout ça participe à l'élaboration de ce Conseil des ministres franco-allemands, qui est une étape, certes importante, mais de cette relation qui est une nouvelle relation de confiance, mais aussi une relation de travail très pragmatique. Le président de la République l'a annoncé hier soir, 8 papiers qui vont poser les jalons de ce qu'on va faire entre la France et l'Allemagne vont être présentés lors de ce Conseil des ministres franco-allemands. On ne peut pas décider du jour au lendemain de tout cela après avoir décidé du principe au mois de mai. Est-ce que cette communication appuyée des deux côtés d'ailleurs, la mise en scène aussi de cette relation d'amitié, ces signaux d'amitié, est-ce que ça n'est pas également reconnaître malgré tout en filigrane qu'il y a eu ces dernières années d'importantes tensions entre les deux pays? D'une certaine manière, je pense oui, effectivement, si l'Élysée met en scène cette très bonne relation avec Friedrich Merz, elle montre en creux que la relation avec Olaf Scholz n'était pas très bonne. On se souvient des images. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait. Par exemple, lors du dernier Conseil des ministres franco-allemands, à la fin du mois de mai 2024, à Meseberg, en Allemagne, on a mis en place un papier de travail sur la compétitivité européenne. Et ce papier a donné lieu à des décisions qui ont été prises à l'échelle européenne, au sommet européen de Budapest à l'automne 2024. Et tout ceci est repris dans le travail franco-allemand. On ne réinvente pas à chaque nouveau chancelier tout ce que l'on doit faire. Donc le travail a été fait, mais c'est paradoxal. Aujourd'hui, on se rend compte que si la communication joue bien entendu son rôle, la relation personnelle est très importante quand on a besoin de renouveler et dans un enjeu important pour l'Europe. À ses amis, on peut dire les choses de manière plus franche. On peut parler franchement. On peut dire ce qui ne va pas, mettre les choses sur la table et peut-être que c'est ça qui va fonctionner. Et c'est le sens en tout cas donc de ces rencontres aujourd'hui et puis hier également à Brégançon. Tout ça dans un contexte politique particulièrement houleux, incertain ici en France. C'est pas forcément le bon timing d'ailleurs pour Emmanuel Macron. La stabilité gouvernementale, c'est quand même une condition importante pour être pris au sérieux. C'est le pire timing pour lui, Emmanuel Macron. Effectivement, on parle de Conseil des ministres franco-allemands et on ne sait pas quel sera le gouvernement après le 8 septembre prochain. Ça pose un problème parce que la relation de confiance que j'évoquais entre le président et le chancelier, elle existe entre certains ministres actuellement et des ministres d'importance, les ministres de la Défense. Sébastien Lecornu et Boris Pistorius ont une très très bonne relation qui fait avancer les dossiers. L'un des premiers dossiers qu'ils ont permis de débloquer était le SCAF, donc l'avion du futur. C'est la prise en main politique, puis le MGCS, le char du futur. C'est la prise en main politique qui a permis de faire avancer. On connaît les difficultés au niveau des industriels, mais politiquement, c'était porté par deux ministres qui pouvaient se dire les choses et faire avancer les choses. Et ça a son importance parce que c'est évidemment un sujet de tension importante entre nos deux pays. C'est un sujet de tension importante, mais qui n'est pas un sujet de tension politique. Il y a des difficultés politiques, il est au niveau industriel. Est-ce que les politiques peuvent influencer les industriels ? On a vu les déclarations de M. Trappier au mois de juillet, avant la visite d'Emmanuel Macron à Berlin. Ils peuvent en tout cas engager les industriels à discuter. Si ce Conseil des ministres franco-allemands arrive dans un timing assez mauvais, comme vous l'indiquiez, il doit avoir lieu néanmoins, parce que c'est en discutant, et puis on va discuter du fond. Le fond va être travaillé, quel que soit le gouvernement après le 8 septembre. Mais comment cela est-il vu depuis l'Allemagne, cette forme d'instabilité politique qui s'est installée en France? Ça n'est pas dans l'intérêt de Berlin, une France qui serait ingouvernable? Non, ce n'est pas dans l'intérêt de Paris non plus. C'est dans l'intérêt de personne. C'est dans l'intérêt de personne, c'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Néanmoins, la situation est ce qu'elle est et il faut faire avec. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, du point de vue de Berlin, les Allemands sont très diplomates. Ils ne commentent pas la politique intérieure française puisque ça reste des choses très souveraines. Mais néanmoins, on peut sentir une inquiétude à la fois sur l'instabilité gouvernementale et ce qui pourrait sortir de cette instabilité, de nouvelles élections qui pourraient amener le Rassemblement national au pouvoir, ce qui inquiète fortement l'Allemagne, qui connaît aussi les difficultés avec son extrême droite, et puis l'instabilité budgétaire qui est quand même un point fondamental. Si on veut faire des choses, il faut que nous ayons les moyens financiers et budgétaires de les faire. Si on veut développer les investissements dans les technologies d'avenir, dans les industries d'avenir en Europe, en commun avec les Allemands, il faut pouvoir lancer et avoir les moyens politiques et budgétaires de lancer ces programmes. Quel rapport Friedrich Merz entretient-il avec la France ?
Alors, Friedrich Merz a des origines françaises dont il ne fait pas souvent part, puisque l'un de ses ancêtres descendants de ses origines françaises avait été nazi pendant la guerre, donc il ne le met pas trop en avant, mais il a une relation, comme tous les Allemands de l'Ouest, assez proche dans sa socialisation au sein de la CDU, donc du Parti chrétien-démocrate. Il a été très marqué par Konrad Adenauer, par Helmut Kohl. Il parle français, on l'a vu hier soir, il a prononcé quelques mots en français, donc c'est-à-dire qu'il le comprend très bien aussi. Et puis il a compris ce que la CDU avait mis en place dans les années 1960. C'est-à-dire que l'Allemagne doit être ancrée à l'Ouest, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une relation transatlantique forte. Il parle parfaitement anglais, il a travaillé pour BlackRock, mais elle doit être aussi ancrée à l'Ouest avec la France pour construire l'Union européenne, à l'époque la Communauté européenne, parce que c'est l'un des gages de la paix en Europe, mais aussi de l'économie allemande, de sa possibilité de se développer. Et je pense qu'il entretient une relation très forte avec la France. Ça ne veut pas dire qu'il va être d'accord avec tout ce que fait la France, mais cette relation de confiance, de comprendre la France, lui permet de discuter de manière beaucoup plus sereine avec le président de la République. Et chacun fait en tout cas ce calcul que finalement les deux pays ont intérêt aujourd'hui à se rapprocher dans un contexte incertain. Dans un contexte incertain d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique également, est-ce qu'il n'y a pas un effet Trump également sur les relations franco-allemandes ? Il y a clairement un effet Trump. On a vu les déclarations de Friedrich Merz le soir de l'élection en février dernier, où il a dit qu'il fallait maintenant gagner une indépendance européenne, ce qui est un discours extrêmement fort pour un futur chancelier allemand, dont on connaît la relation très très forte avec les États-Unis pour la défense et pour l'économie. Il y a un effet Trump dans le sens où on voit que pour l'économie allemande, les droits de douane vont avoir un effet délétère. Et la croissance qui a été promise par Friedrich Merz risque de ne pas être au rendez-vous. Et donc, la contestation sociale et politique peut le déstabiliser. Il y a un effet Trump dans le sens aussi où la défense européenne peut aussi se développer grâce à ce retrait des États-Unis en Ukraine, mais aussi de la défense en Europe. Il y a aujourd'hui encore de nombreux soldats américains qui sont stationnés en Allemagne. L'Allemagne est sous le parapluie nucléaire américain. Il y a des bombes nucléaires américaines stationnées en cas d'agression. Est-ce que tout ceci va conduire non seulement les politiques, mais aussi les administrations, les responsables militaires en Allemagne à prendre conscience qu'il y a une nécessité d'avoir une souveraineté stratégique et économique en Europe? On peut l'espérer. Alors d'un point de vue justement militaire, il y a cette fameuse coalition des volontaires mise en place par la France et le Royaume-Uni. Et l'Allemagne rechigne à rejoindre cette coalition des volontaires. Est-ce que c'est un sujet qui, selon vous, va être abordé, on l'imagine, ces jours-ci? Et est-ce que c'est un sujet surtout sur lequel la position de Berlin peut s'infléchir petit à petit? Il faut vraiment comprendre que les questions militaires en Allemagne sont des questions extrêmement sensibles pour l'histoire de l'Allemagne qu'on connaît. On ne peut pas les envisager comme on les envisage en France ou au Royaume-Uni. Le fait que des troupes allemandes soient présentes au sol en Ukraine, sur un théâtre d'opération qui rappellerait la présence de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale et toutes les exactions qui avaient été commises, serait à la fois symboliquement difficile pour la population allemande, mais serait aussi un outil utilisé par la propagande russe notamment, mais aussi la propagande qui est ses relais en Allemagne ou en Europe, pour montrer que finalement l'Allemagne n'a pas changé et qu'elle redevient une Allemagne militaire. Donc les Allemands sont très très mal à l'aise avec cette question-là, et on a vu dans les tergiversations de la semaine dernière sur cette question des garanties de sécurité en Ukraine, est-ce qu'il y aura des troupes allemandes, pas de troupes allemandes, suite à la rencontre avec Donald Trump, que la société allemande n'est pas tout à fait prête. Mais il faut aussi se rendre compte... Alors même que Friedrich Merz le dit, lui, il y a un intérêt majeur à ce que l'Allemagne participe à la sécurité de l'Ukraine, et il n'exclut pas lui-même l'envoi de troupes au sol. Il n'a pas exclu, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a promis. Absolument. Donc on est dans une situation, comme je disais, assez compliquée. Il teste peut-être un peu son opinion publique, et on voit aussi que l'Allemagne commence à mûrir ces sujets avec la réintroduction d'un service militaire, alors facultatif, ça paraît très symboliquement très important, mais le service militaire n'a été suspendu qu'en 2011 en Allemagne, c'est encore très récent, et l'Allemagne avait une armée très puissante pendant la guerre froide. Elle était préparée à une invasion est-allemande ou soviétique. Et puis on a vu que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a vraiment fait son changement d'époque, pour utiliser la formule de Olaf Scholz, juste après l'invasion russe en Ukraine, où on a des livraisons d'armes allemandes
en Ukraine, ce qui était impensable il y a 3 ans et demi, où on envisageait des livraisons de casques, comme l'a rappelé avec ironie le président de la République lors d'une conférence. Donc l'Allemagne avance, mais doucement, et il y a aussi des réticences, et puis il y a des partis politiques en Allemagne qui utilisent ces arguments pour faire leur recette électorale, notamment l'extrême droite, qui se présente comme un parti pacifiste, qui ne verrait l'armée que comme une défense territoriale, et pas du tout inséré dans une défense de l'ensemble du continent européen. Et c'est en tout cas effectivement un sujet majeur de discussion entre nos deux pays, muscler l'industrie, la défense, effectivement, dans ce contexte. On l'a dit également, donc, une vingtaine de ministres, une dizaine de chaque côté qui se retrouvent aujourd'hui à Toulon. Il y a beaucoup d'autres sujets également qui vont être évoqués. On a parlé de la diplomatie, de l'aspect sécuritaire, de l'aspect également industriel. Quels sont les autres dossiers chauds à aborder et qui, en tous les cas, sont prévus, sont au programme ? Dans les dossiers, ce qui a été annoncé par le président de la République hier, alors il faudra voir leur contenu, mais c'est papiers de feuilles de route entre la France et l'Allemagne sur les domaines économiques. Et je pense que l'un des points de travail principal entre la France et l'Allemagne, c'est la question de la compétitivité européenne. Comment pouvons-nous, aujourd'hui en Europe, garder notre spécificité qui est notre puissance économique ? Et face aux États-Unis qui investissent, qui innovent, comment peut-on en Europe investir de manière massive pour devenir une puissance innovatrice ? Et là-dessus aussi, il y a des divergences. Parce que si on parle par exemple du libre-échange, on n'a pas du tout le même point de vue. Je pense par exemple au Mercosur. La France est plutôt défavorable, alors que l'Allemagne, elle, est favorable au fait de diversifier les partenaires. Et c'est exactement là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on voit les effets dévastateurs du débat sur le Mercosur entre la France et l'Allemagne, pour des raisons que vous avez évoquées. D'une part, l'industrie allemande exportatrice, et d'autre part, la protection de l'agriculture française. Donc, ce sont des bonnes raisons des deux côtés, mais pour anticiper ces nouveaux accords commerciaux que nous allons devoir signer comme Européens avec des droits de douane américains très forts. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier pays vers lequel l'Allemagne exporte. Donc, il va falloir réfléchir à ces nouveaux accords. Et donc, pour les anticiper, pour éviter de retomber dans ces affrontements incessants, il faut poser les lignes rouges des uns et des autres pour engager les autres partenaires européens à des accords commerciaux avec d'autres régions du monde, sectoriels, de manière générale, sur les matériaux critiques et aussi sur l'énergie, domaine dans lequel on voit la Chine monter en puissance aujourd'hui. Il y a une conviction, en tout cas, qui est commune, qui est partagée par les deux pays. C'est qu'aujourd'hui, l'axe Paris-Berlin, c'est le seul qui puisse sauver l'Europe aujourd'hui ? C'est le seul, mais il ne doit pas être le seul. C'est-à-dire qu'il doit être le point de départ et ensuite s'élargir. On l'a vu avec différents sujets, la coalition des volontaires, les questions de défense, les questions économiques. On doit ensuite discuter avec les grands partenaires européens, que ce soit en format Weimar avec la Pologne et pour les questions de défense avec d'autres pays européens, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne comme les Britanniques. On doit discuter de manière sectorielle avec l'Italie, avec l'Espagne, selon les domaines concernés. Mais si la France et l'Allemagne n'arrivent pas à se mettre d'accord, les autres pays européens ne suivront pas. Et il y a une vraie attente des pays européens, on le sent dans les chancelleries, dans les États membres, il y a une vraie attente à ce que la France et l'Allemagne se mettent d'accord et entraînent les autres pays vers un renforcement de la souveraineté européenne. Merci beaucoup Paul Maurice de nous avoir aidé à décrypter un petit peu les enjeux de ce sommet bilatéral, donc, et on continuera de suivre bien sûr de près ce qui se passe donc entre nos deux pays avec des enjeux qui sont évidemment extrêmement importants. Merci beaucoup Paul Maurice d'avoir été avec nous. On va parler maintenant d'éducation nationale. La main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, c'est le livre de Joachim Le Floch-Imad, une enquête sur plusieurs années et qui met en avant un certain nombre de dérives dans nos établissements. On en parle avec lui dans un instant. On écoute d'abord Elisabeth Borne qui donnait justement cette semaine sa conférence de presse de rentrée. Elle a parlé notamment du fléau des armes blanches. Écoutez. Depuis le mois de mars et la diffusion d'un télégramme conjoint avec Bruno Retailleau, près de 400 armes ont été saisies lors de plus de 6200 fouilles menées partout en France. Désormais, tout élève qui introduit une arme dans un établissement sera traduit systématiquement devant un conseil de discipline. Dans le même temps, un signalement sera transmis au procureur. Toutefois, l'exclusion seule n'est pas une réponse suffisante. Elle doit s'accompagner de mesures éducatives à la hauteur. C'est pourquoi, dans les prochains jours, une mission conjointe des inspections générales de l'éducation et de la justice sera lancée pour évaluer les dispositifs associant l'école et la protection judiciaire de la jeunesse. Notre objectif, proposer des alternatives plus efficaces aux exclusions répétées et mieux accompagner les jeunes dits poly-exclus dans leur parcours scolaire. En complément, une mesure clé sera généralisée,
le protocole d'accompagnement et de responsabilisation des parents en cas d'exclusion définitive. Bonjour Joachim Le Fokimad. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous d'être ici. Vous êtes donc enseignant dans le supérieur, vous êtes essayiste et vous publiez ce livre Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, livre cash dans lequel vous livrez un certain nombre de témoignages, il y en a beaucoup, ils sont nombreux, et vous alertez sur les dérives qui touchent notre école. On va y revenir, on va parler du fléau des violences également, avec notamment ces propos d'Elisabeth Borne. Vous nous direz si cette réponse semble à la hauteur. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur ce que nous évoquions tout à l'heure, parce qu'il y a un lien avec ce mouvement des gueux, et vous savez qu'il y a des mouvements de contestation qui sont en train de naître ici ou là. Est-ce que vous, alors je ne sais pas si vous êtes un gueux ou pas, mais est-ce que dans ce que vous reprochez dans ce livre à l'éducation nationale, on a parfois l'impression, ce que vous dites, c'est que finalement l'éducation fait des choix qui sont aux antipodes des besoins des Français et de leurs demandes, des besoins des élèves. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une certaine manière, il y a un abandon des classes populaires dans notre système éducatif aujourd'hui ? Absolument, et je pense qu'on ne dira jamais assez que les classes populaires sont les premières sacrifiées sur l'autel du naufrage éducatif de la France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles n'ont d'autres moyens que l'école pour s'élever, pour accéder au savoir, pour être, selon le mot d'Albert Camus que j'aime beaucoup, pour être jugé digne de découvrir le monde. À l'inverse, la classe dirigeante au pouvoir sait que ses enfants seront à l'abri. Si vous voulez, moi je me fais pas de soucis pour les enfants de Papendiaï à l'école alsacienne ou pour les enfants d'Amélie ou d'A Castera à Stan. J'ai rien contre ces institutions d'excellence et je pense qu'on doit aussi les défendre. Mais il faut être capable parallèlement de rebâtir une école au service de l'excellence pour tous. C'est de moins en moins le cas et on voit que les catégories populaires en sont les premières victimes puisqu'aujourd'hui, si vous êtes un enfant pauvre en France, et c'est PISA qui le montre, vous avez 10 fois plus de chances d'être considéré en difficulté. Je pense que cette situation est intenable à terme, qu'elle va mener à toujours plus de colère sociale et qu'il y a urgence à ce que le politique reprenne les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Alors là, vous parlez de la chute du niveau scolaire, mais il y a également bien d'autres sujets que vous évoquez dans ce livre. L'explosion des violences, la question du poids des associations militantes, la crise des vocations également, le mépris de la transmission. C'est une sorte de cri du cœur, ce livre, pour l'enseignant que vous êtes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un enseignant écrit un livre sur cette thématique-là. Qu'est-ce qui vous a touché personnellement dans votre parcours au point d'en écrire un livre ? C'est aussi un cri du cœur d'anciens élèves. Si vous voulez, je n'ai pas grandi dans un milieu privilégié, je ne suis pas fils d'eux. J'ai pas été élevé au milieu des livres et si j'ai pu connaître une forme d'ascension sociale, c'est uniquement grâce à l'excellence des professeurs que j'ai pu avoir tout au long de ma jeunesse. C'est grâce à une école qui, là où j'étais scolarisé, était à peu près fidèle à sa vocation et je regrette qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Français ne puissent pas avoir la chance que j'ai eue à titre personnel quand j'étais plus jeune. Et par ailleurs, c'est aussi un cri du cœur d'observateur des politiques éducatives, d'observateur des débats éducatifs, et un cri du cœur d'enseignant, puisque j'ai enseigné depuis plusieurs années dans des secteurs très différents, en BTS, en école de commerce, à Sciences Po. Donc j'ai vu le délitement éducatif dans le supérieur chez des élèves qui n'avaient rien à voir sociologiquement. J'ai vu l'effondrement du niveau, j'ai vu des jeunes face à moi qui étaient très dépourvus d'un point de vue langagier, qui pensaient que Charlemagne avait été le chancelier allemand pour la Seconde Guerre mondiale, j'ai dû mettre des notes négatives aux dictées que je faisais faire à mes étudiants de BTS, parce qu'ils maîtrisaient vraiment mal la langue, et c'était un crève-cœur pour moi de le voir. Mais sur l'organisation de notre système éducatif, qu'est-ce qui vous a choqué ? C'est vrai que, voilà, je le redis, mais des livres sur le déclin de l'école, il y en a beaucoup, sur la crise des valeurs de transmission. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau finalement dans ce livre ? Bon, déjà, je pense que tant que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets, tant qu'il n'y aura pas de volonté politique pour l'école au sommet de l'État, il sera nécessaire d'alerter, d'écrire, d'enquêter. Il y a un travail de terrain de 2 ans avec énormément de témoignages que j'ai récoltés, énormément de rapports dans lesquels je me suis plongé et je pense avoir alerté sur un certain nombre de choses nouvelles, de choses sur lesquelles on n'alertait pas, il y a une quinzaine d'années. On ne parlait pas de l'impact de l'immigration, on ne parlait pas de l'impact de l'IA, le niveau de la violence n'était pas la même, la question de l'État dans l'État n'était pas abordée de la même manière. Je pense que le sujet, par exemple, de l'entrisme associatif n'était pas le même. On ne laissait pas entrer des associations sans frontiéristes, des associations hostiles à la loi de 2004,
débattre à l'école il y a une vingtaine d'années. Je pense que c'est fondamentalement nouveau et ça implique de creuser. Et c'est effectivement la thèse centrale de votre livre, cet État dans l'État qui donc aurait pris le pouvoir au sein de l'éducation nationale. Vous ciblez des syndicats, vous ciblez des associations militantes, effectivement, des lobbies. Une bureaucratie aussi. De la bureaucratie également, justement. Alors donnez-nous des exemples concrets d'associations, de bureaucrates, de lobbies qui aujourd'hui ont la main mise sur l'éducation, au point d'ailleurs, c'est ce que vous dites, d'avoir in fine davantage de pouvoir que le ministre de l'Éducation nationale lui-même. Bon, préalablement, j'aimerais faire un rappel qui est que si un État dans l'État a pris le pouvoir en matière d'éducation, c'est d'abord et avant tout parce que le politique a démissionné, parce qu'il était auparavant le pouvoir, qu'il s'est résigné à devenir un contre-pouvoir parmi d'autres, à force de laisser l'école naviguer à vue, au gré de toujours plus d'amateurisme, de toujours plus de propositions de façade, de toujours plus de débats périphériques. Et du fait de cette démission du politique, vous avez en effet un État dans l'État qui prend le pouvoir. J'en donne beaucoup d'exemples. Cet État dans l'État, c'est pas un bloc homogène, c'est une coalition d'acteurs très hétérogènes. Comme qui, mais par exemple, on va avoir une bureaucratie inamovible avec des gens qui correspondent à peu près à toutes les nuances du socialisme français et qui restent en place, peu importe la couleur politique, peu importe l'orientation du ministre. Je donne l'exemple de cette rectrice de l'Académie de Lyon, qui est rectrice dans différentes académies depuis 2016, Anne Bizani-Faure. Elle a connu des ministres qui n'avaient rien à voir idéologiquement. Et je pense que c'est un véritable problème, car il faut qu'il y ait une cohérence, si vous voulez, entre le cap politique au sommet de l'État et les hauts fonctionnaires qui le relaient sur le terrain. Il y a la bureaucratie inamovible, il y a les gestionnaires de Bercy qui font de l'école une sorte de variable d'ajustement pour assainir les dépenses publiques au prix de coupes budgétaires qui sont toujours mal ciblés, je le rappelle, puisque je pense qu'il n'y a pas un ministère qui est moins bien géré financièrement que l'éducation nationale. Il n'y a pas un problème de trop de moyens, de pas assez de moyens, il y a un problème d'allocation. C'est ce que vous dites également. Vous dites, in fine, c'est pas que l'on dépense trop, c'est qu'on dépense mal dans l'éducation nationale. Oui, je donne plein d'exemples de gabegies qu'on finance. On est capable de mettre 500 millions d'euros dans le Conseil national de la refondation de l'école. On est capable d'avoir 20% de la dépense des établissements qui va à la bureaucratie. On est capable de financer des comités théodules comme le Conseil d'évaluation de l'école, alors qu'on a déjà une direction d'évaluation interne au ministère. Donc tout ça, ça demanderait une reprise en main, ça demanderait un démantèlement pour retrouver des moyens, comme pour prévenir des résistances du politique. Et juste pour prolonger sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'état profond et sur la nature des acteurs qui corsètent le politique, il y a aussi la question du pédagogisme. Tous ces gens qui sont les relais de théories qui ont émergé, non pas au moment de mai 68, mais au moment de la lame de fond de l'éducation nouvelle, et qui considèrent que le maître doit cesser d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Cette idéologie, elle infuse encore à tous les échelons, et à ça s'ajoute enfin la question des acteurs associatifs, je donne beaucoup d'exemples, et aussi la question du juge administratif et du juge constitutionnel. Alors, beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Pour finir sur la question du budget, on rappelle quand même que l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, près de 115 milliards d'euros, et que, in fine, on voit bien que ça n'a pas d'effet, ça n'empêche pas en tout cas l'échec. On a une efficacité de la dépense éducative qui est catastrophique en France parce qu'on met l'argent au mauvais endroit. Il y a des domaines dans l'éducation nationale où il faudrait davantage de moyens. Je pense à la revalorisation des professeurs en première ligne et qui doivent être revalorisés évidemment symboliquement, mais aussi d'un point de vue salarial. Et je pense au primaire dans lequel on sous-investit par rapport à tous les pays de l'OCDE, alors même que c'est la mère de toutes les batailles. Et à l'inverse de ça, on est capable de financer des gabegies, d'entretenir une bureaucratie pléthorique. Alors, sur la question de l'entrisme, vous ciblez un certain nombre de syndicats, vous dites qu'ils sont éminemment actifs dans les couloirs de la rue de Grenelle, siège du ministère de l'Éducation. Vous dites par exemple ceci, vous rapportez le témoignage de ce fonctionnaire de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Il vous dit « Les syndicalistes sont présents en permanence dans nos réunions, on les paie pour nous cracher à la gueule tous les jours, pour nous pourrir la vie, pour nous diffamer. Le dialogue est impossible car les leaders syndicaux sont faibles. Tout accord passé avec le gouvernement risque d'être perçu par leur base électorale comme un diktat, craignant d'être déjugés. Ils refusent, à quelques exceptions près, tout compromis et s'enferment dans un corporatisme buté et agressif. » C'est le témoignage d'un haut fonctionnaire qui en a gros sur le cœur. Ce ne sont pas mes mots, je le précise. Maintenant, c'est vrai que vous avez des syndicats qui sont assez peu représentatifs en réalité. On est à peu près à un taux de syndicalisation de 30% chez les enseignants. C'était infiniment plus il y a quelques décennies encore. Et malgré cette faible représentativité, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les syndicats sortent de leurs prérogatives traditionnelles, à savoir la lutte pour l'amélioration des conditions de travail, la réflexion sur les avancées de carrière, pour aller sur un terrain beaucoup plus politico-idéologique,
pour défier systématiquement l'autorité du ministre. Je donne beaucoup d'exemples concrets dans le livre. Par exemple, ça va être ces quelques syndicalistes qui avaient pris en otage les copies du bac sous Blanquer pour s'y opposer. Ça va être ces syndicalistes qui vont refuser la mise en œuvre de l'interdiction de l'abaya ou qui vont organiser des stages en non-mixité raciale. Ça va être le mouvement des désobéisseurs sous Xavier Darcos. Ça va être les syndicalistes qui ont édulcoré le choc des savoirs, si bien qu'il y a seulement 44% des établissements qui n'ont pas mis en œuvre les groupes de niveau cher Gabriel Attal. Donc on voit bien que la communication au ministère de l'Éducation nationale, ça ne suffit pas. Et vous que dites derrière, qu'il y a même il faut que chez les réformes certains soient syndicats appliquées. une haine de la transmission. Il y a une haine de la transmission parce qu'une partie des syndicalistes considèrent que l'école a moins à transmettre les savoirs qu'à les co-construire en mettant l'élève et le maître sur le même plan. C'est la philosophie de l'éducation en nouvelle dont je parlais tout à l'heure et je pense que notre école en crève tant en matière de délitement de l'autorité qu'en matière d'effondrement du niveau. Alors justement, sur cette question de l'autorité, c'est un point effectivement qui est important, qui est assez nouveau dans votre livre. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, donc la prédécesseure d'Elisabeth Borne, Anne Genetet, qui disait au Figaro l'année dernière que pour élever le niveau des élèves, parce que c'est bien ça la question de départ, la chute du niveau, eh bien il faut commencer par rétablir l'ordre. C'est ce que dit Anne Genetet, ce qu'elle disait l'année dernière. Elle a raison de le dire, mais c'est une évidence, je crois, qu'on ne peut pas transmettre des savoirs dans un cadre disciplinaire toujours plus dégradé. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que l'école est devenue une cible, qu'elle est rongée par une violence endémique. J'en veux pour preuve ces 114% d'incidents graves en plus à l'école publique en 3 ans. J'en veux pour preuve ces 100 000 professeurs menacés ou agressés par an. J'en veux pour preuve le fait que l'école française, selon l'étude PISA, a le 3e climat scolaire le plus dégradé de l'OCDE. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat ? Quelle réponse politique on apporte ? Je pense qu'il faut évidemment une réponse en matière pénale, préalablement à l'école. Il faut remettre à plat la justice des mineurs. Il faut une réponse sécuritaire interne à l'école, mieux protéger les professeurs pris pour cible, mieux sécuriser les établissements, avoir des peines planchées en conseil de discipline, développer les centres éducatifs, développer les internats dédiés, responsabiliser les parents violents. Mais je pense, si vous voulez, que la question sécuritaire n'est pas le cœur du problème. Lorsqu'on se focalise uniquement sur le sécuritaire, on colmate les brèches, on traite les conséquences sans agir sur les causes de fond. Le fond du problème, c'est l'état de la société, c'est la décivilisation qui ronge celle-ci. Et je pense qu'on ne dira jamais assez que si l'on veut répondre à la violence qui monte à l'école, alors il faut en revenir à des politiques éducatives beaucoup plus ambitieuses, puisque comme le disait Arendt, c'est dans le vide de l'esprit que s'inscrit la barbarie des actes. Et je pense que tant qu'on n'aura pas remis de l'exigence intellectuelle dans notre école, tant qu'on n'aura pas lutté contre l'abêtissement qui déstructure l'esprit, alors il sera illusoire de penser pouvoir diminuer le niveau de violence qui ronge notre système éducatif. Mais vous donnez un certain nombre de témoignages de professeurs qui vous disent « nous, on est en première ligne, on se sent seul, démuni face à ces problèmes-là ». Vous écrivez « sur le terreau de l'ultraviolence se greffe par ailleurs le poison de l'identitarisme ethno-religieux et du fanatisme islamiste ». Ça, ce sont aussi des témoignages qui sont très nombreux dans ce livre. Oui. Et je pense que c'est une donnée nouvelle et que la question ne se posait pas du tout de la même manière dans les années 1980. La première affaire, c'est l'affaire du foulard de Cré en 89, au cours de laquelle Lionel Jospin a dit « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Donc on voit bien que le fond du problème, encore une fois, c'est d'abord et avant tout la démission du politique. Et en effet, je l'écris dans le livre, les islamistes considèrent l'école comme une cible stratégique à investir pour mettre le feu aux esprits et pour subvertir la société. Ça a été le cas d'abord dans les pays musulmans. On l'a vu avec la décennie noire en Algérie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Iran. Et aujourd'hui, on le voit en France. C'est pas pour rien qu'il y avait une fatwa de Daesh contre l'enseignement de la laïcité à la française en 2015. C'est pas pour rien que vous avez toujours plus de crimes d'honneur, des contestations d'enseignement, des profs qui sont amenés à s'autocensurer, des provocations vestimentaires qui n'existaient pas dans cette ampleur il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, je pense qu'il faut répondre à ça par des actes forts. Ça commence par de la cohérence dans les nominations des fonctionnaires. On ne peut pas avoir, par exemple, un recteur de l'Académie de Strasbourg qui a défilé contre l'islamophobie aux côtés d'islamistes en novembre 2019 et parallèlement défendre la laïcité à la française. Pardonnez-moi, mais ça ne me paraît pas très cohérent. On ne peut pas défendre la laïcité et avoir des associations qui veulent détricoter la loi de 2004, qui considèrent que celle-ci stigmatise les musulmans. Et enfin, on ne peut pas répondre contre l'islamisme à l'école si on ne prend pas le problème à la racine en reprenant en main les flux migratoires.
Dernière question très rapidement, vous avez vu ces annonces d'Elisabeth Borne, c'est la traditionnelle conférence de presse de rentrée, mais elle annonce un certain nombre de choses. Elle dit par exemple, eh bien maintenant, le téléphone portable c'est interdit à l'école à partir de la rentrée. En réalité, c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Crise de l'autorité politique. Mais ça n'est pas mis en œuvre dans la grande majorité en réalité des établissements. Elle dit, eh bien, elle promet sur justement la question sécuritaire un protocole dédié à la santé mentale qui sera mis en place dans chaque école, collège et lycée dès la rentrée. Elle annonce également, là c'est sur la question du portable, la question du niveau scolaire, eh bien, une nouvelle épreuve de mathématiques au bac, de nouveaux programmes également en français, en mathématiques. Quel regard portez-vous sur ces annonces très rapidement ? Je pense qu'Elisabeth Borne ne définit pas une politique éducative, mais un cahier des charges sectoriel avec des propositions de façade qui visent à colmater les brèches, mais qui ne répondent pas au gros des défis qui sont ceux de l'école aujourd'hui. Mais si vous voulez, moi je n'attends rien aujourd'hui de ceux qui ont échoué hier. Elisabeth Borne, elle est passée par les cabinets de Lionel Jospin, de Jack Lang. Elle a accompagné le travail de SAP contre l'éducation depuis 40 ans, et ce ne sont pas les pyromanes d'hier qui, encore une fois, qui vont apporter les seaux d'eau demain, j'en suis convaincu. Merci beaucoup Joachim Le Floch, image main basse sur l'éducation nationale, enquête donc sur un suicide assisté aux éditions du CERF. Merci à vous d'être venu. On viendra également d'ailleurs sur cette rentrée scolaire dès lundi dans Point de vue avec Vincent Roux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un excellent week-end sur le Figaro TV.